Oui, je vais surtout, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous donner quelques aperçus de la manière dont on fait et essayer de les mettre en perspective avec tout ce qui s'est dit ce soir qui était extrêmement riche, avec quelques éléments de contexte et de méthodologie, et puis alors des exemples sur ce qu'on est en train de faire ces temps-ci. Sur le contexte, et je crois que ça ressortait très bien de ce qu'a dit le vice-président et aussi de ce que Jean-Noël Barrot a dit. On est dans une phase qui est mouvante. Il se fait des évaluations dans plusieurs institutions. Il y a peut-être plus de convergence sur les méthodes de ces évaluations qu'il n'y en a sur l'idée de qui devrait faire quoi dans un monde idéal. Du coup, étrangement, on coopère plutôt très bien et avec, notamment avec la Cour et d'autres des relations très, très productives. Et je crois que ça tient à plusieurs choses. Il y a la place pour tout le monde. Il y a le sentiment que c'est une cause qui ne mérite pas qu'on se fasse des guerres de territoire. Il y a un appétit énorme de la société pour qu'on parle de ces sujets et qu'on en parle sérieusement. Et on est encore infiniment loin du moment où ce que les uns et les autres nous produisons aurait un impact vraiment notable sur la décision publique. Et je crois que c'est cet impératif-là qui fait qu'il nous est si facile de travailler. À moyen terme ou à long terme, et là aussi vous y avez fait allusion tout à l'heure, probablement le paysage se simplifiera, s'organisera différemment. Je dirais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'il y en ait des évaluations qui se fassent, qu'on s'en serve, qu'elles soient dans le débat public. On aura des débats sans fin sur leur méthodologie, sur la manière dont elles ont été menées. En fait, pas vraiment sans fin, parce qu'on est en train de progresser pas mal dans un corps de doctrine commun sur ce qui est acceptable. Je vais y revenir dans un instant. On sera du coup pas tellement dans des débats de principe, plutôt dans des débats sur qui peut avoir le meilleur impact, qui peut être le plus audible, qui obtient des résultats quand il fait une évaluation. Deuxième point qui est important, et je profite de votre présence pour le signaler, c'est que c'est un domaine scientifique qui est relativement récent, qui évolue absolument à toute allure, dans lequel il y a une énorme ingéniosité pour faire du comparatif contrefactuel, expérimental ou non. On trouve des proxys qui permettent de contourner les problèmes. Bon. Et évidemment, c'est extraordinairement stimulant. On est aujourd'hui avec en France une accélération extrêmement rapide de la production, de la qualité, une série de laboratoires qui sont devenus très visibles sur ça. Donc, je dirais, il y a vraiment un courant porteur qui est extrêmement fort. Notre sujet principal n'est pas là. Il est qu'on en fasse, qu'il y ait un peu d'argent pour les faire, mais c'est objectivement, pour les raisons que vous avez dites, pas un sujet d'argent d'abord, parce que quand on parle de politique qui coûte, disons, des milliards ou des dizaines de milliards et qu'on parle d'évaluations qui coûtent des centaines de milliers d'euros, quelquefois un petit nombre de millions, et encore, il n'y en a pas beaucoup, on n'est pas à la même maille. Si on dit, quand on lance une politique de plusieurs milliards d'euros, qu'on n'a pas les crédits pour l'évaluer, ça veut dire qu'on a décidé de ne pas l'évaluer. Donc il ne faut pas se raconter de salade. C'est tout simplement qu'on ne s'intéresse pas réellement à l'évaluation et qu'on s'intéresse plutôt à afficher le chiffre qu'on va mettre et qu'on va afficher de l'ampleur de la politique qu'on veut mener, plutôt que de s'intéresser aux effets qu'elle va réellement produire. Voilà, je dirais en quelques mots le contexte, avec beaucoup d'initiatives qui font qu'on se parle tous, tout le temps, donc celle de Jean-Noël Barrot et d'un certain nombre de ses collègues, notamment autour du printemps de l'évaluation, autour de la relance des démarches d'évaluation à l'Assemblée. Les travaux novateurs depuis quelques années de la Cour des comptes sur ce sujet qui sont évidemment très importants. L'initiative que prend le Conseil en donnant la possibilité d'avoir une vision très large. Donc, il me semble qu'on est en train de mûrir, par exemple, France Stratégie,
s'est vu demander en fin d'année dernière pour la première fois, alors que les textes le prévoyaient depuis un bon moment, de faire 2 études dont l'une avait un caractère d'évaluation pour l'Assemblée nationale. Celle qui avait un caractère d'évaluation, c'est ce qu'on appelle souvent une revue de littérature, c'est-à-dire l'étude méthodique de la littérature scientifique sur un sujet qui portait sur les impacts macro de l'immigration, sur la croissance, sur le marché du travail et sur les comptes publics. Un sujet chaud, on a fait un rapport froid qui, du coup, est un objet de méditation au lieu d'être un objet de polémique, mais dont je pense qu'il aidera à la réflexion pour les mois qui viennent. Donc, un climat qui est plutôt favorable à ce qu'on réussisse à faire des initiatives réussies ensemble. Deuxième chose, sur les temporalités, on y a fait référence plusieurs fois. Au fond, une manière simple, c'est de dire il y a 3 phases. Il y a, avant que la loi soit votée, les études d'impact, l'ex ante. Ensuite, on met en place les indicateurs et on suit la mise en œuvre. Et ensuite, une fois que la mise en œuvre est bien avancée, on fait une étude a posteriori et on fait de l'évaluation ex post. La réalité, c'est que ces phases se recouvrent assez largement, toutes les 3, et que c'est souhaitable, particulièrement pour les phases 2 et 3. On ne peut pas imaginer bien les indicateurs qu'on va suivre de manière récurrente si on ne s'intéresse pas à ce qu'on va essayer d'évaluer derrière. Et ça, c'est quelque chose dont on n'avait pas forcément une conscience complète il y a encore quelques années et qui est devenu un élément important sur la manière dont nous travaillons. Alors, que fait France Stratégie dans ce domaine-là? D'abord, un petit instant sur la singularité de la situation. Quand on a commencé à faire de l'évaluation, ça a paru tout à fait normal à beaucoup de gens parce que le commissariat au plan analysait sur le plan socio-économique le rendement des grandes infrastructures. Et c'était une spécialité, donc on disait si vous mettez une autoroute entre tel et tel endroit, une liaison à grande vitesse ici ou là, et que vous essayez de calculer les externalités, voilà ce que ça rapporte. C'était ce qu'on appelait l'analyse socio-économique des investissements publics. Et ça avait accoutumé le public à nous voir sur un terrain qui ressemble un peu à l'évaluation, mais en réalité d'extrêmement loin. Et du coup, quand on a commencé à être chargé de missions d'évaluation, il n'y a pas eu de controverse énorme, alors que nous sommes un service du Premier ministre. Tous les mercredis, j'ai l'opportunité, si le Premier ministre le décide, de faire un job différent. Ma dépendance est totale. Et personne ne nous critique pour notre manque de dépendance. Ce qui, au fond, a été construit par une attention maniaque portée au processus. Et l'attention maniaque portée au processus, elle se traduit dans des choses extrêmement simples. Toutes nos évaluations sont faites par des comités qui rendent des avis collectifs. Elle s'appuie sur des travaux universitaires pour lesquels nous faisons des appels à projets de recherche ou des appels d'offres qui permettent à des laboratoires qui ont leurs propres agendas, leurs propres exigences scientifiques de répondre à nos appels. Nous nous engageons à publier systématiquement tout ce qui nous est donné. Et donc, il n'y a jamais une étude que nous commandons qui ne soit mise en ligne par le laboratoire lui-même et par nous-mêmes. Donc, il n'y a aucun soupçon sur le fait qu'on puisse vouloir ne pas donner l'entièreté de ce qui nous a été livré dans ces domaines. Et dans les avis que nous formulons, nous rendons compte des écarts de point de vue entre les différents laboratoires. Il nous est arrivé même de faire un exercice assez amusant qui est sur le même sujet, 2 équipes trouvant des résultats assez notables en utilisant apparemment les mêmes bases de données. Nous avons demandé à l'INSEE de refaire les calculs, c'était ces bases de données, avec les méthodes des 2 équipes, et elle a confirmé que oui, les 2 équipes avaient chacune bien fait leurs calculs et que les écarts tenaient à des écarts de méthode. Et nous avons publié ce document aussi. Donc ces points nous ont soustrait à la controverse sur notre capacité à faire des évaluations indépendantes. Je le dis parce qu'en réalité, ça ne va pas du tout de soi. Le comité est pour nous, en première instance, un lieu qui nous donne une très forte protection en termes d'autonomie. Il nous donne une deuxième chose qui a été mentionnée plusieurs fois, qui est une pluralité de points de vue. Et ça, nous y croyons beaucoup, nous y croyons même de plus en plus.
et on sera sans doute à l'avenir amené à aller un peu au-delà de ce qui a été fait en la matière, parce que nous avons des comités dont la pluralité est celle des partenaires sociaux, des experts, des administrations souvent. Elle n'est pas la pluralité de la société. Nous sommes en train de lancer, nous l'avons commencé il y a 2 semaines, on en parlait tout à l'heure, l'évaluation de la stratégie de lutte contre la pauvreté. C'est par définition une évaluation au très long cours. Nous avons un comité de gens qui sont des acteurs, des spécialistes de la lutte contre la pauvreté. Nous savons que si nous voulons faire un travail pertinent, il nous faudra à tout le moins greffer sur ce que nous faisons une démarche de type conférence citoyenne, pour utiliser un terme générique sans rentrer de manière très précise dans ce que couvre ce vocable, même si c'est en train de devenir de plus en plus normalisé. Et puis, nous allons tenter une expérience qui n'a pas été faite encore dans ce domaine-là, qui est de trouver une enceinte où écouter ceux qui sont l'objet de ces politiques. C'est une démarche qui n'est pas forcément facile à faire. Il faut éviter la démagogie, il faut éviter que ce soit des faux semblants. Mais je crois que si on le fait bien, ça sera un enrichissement considérable de la manière d'aborder le sujet. Et donc, nous avons désamorcé le sujet de la légitimité de l'institution. Et donc, aujourd'hui, il ne se pose pas, il ne nous est pas posé. On a le droit au quota normal de polémique quand on publie quelque chose, mais finalement pas plus que ça. J'en prends un exemple très récent qui est la fiscalité du capital. Nous avons publié il y a à peu près 2 semaines le premier rapport sur la transformation de l'impôt de solidarité sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière et sur la création du prélèvement forfaitaire sur les revenus et les plus-values des valeurs mobilières, le PFU. C'était un travail qui venait tôt, sur une réforme extrêmement récente, mais comme cette réforme portait sur l'application de textes nouveaux à des masses existantes, on pouvait chiffrer l'impact fiscal en statistique descriptive. Ce n'était pas du tout de l'évaluation, c'est vraiment de la statistique descriptive. Et on l'a fait dans des conditions où on est arrivé à une chose très étonnante, qui est que quand vous allégez l'ISF, les riches payent un peu moins d'impôts. Jusque-là, le public a suivi le raisonnement à peu près. En revanche, on a montré 2 choses que les gens n'avaient pas forcément vues, qui étaient que l'ISF était très bizarrement construit. Alors, on savait que l'ISF était un impôt à beaucoup d'égards très absurde, puisque les grandes fortunes n'y étaient pas, puisqu'elles étaient en outil de travail, etc., etc. Mais on n'avait pas pris conscience d'un certain nombre de biais, et notamment d'un biais qui fait que le plafonnement à 75% des revenus de la somme impôt sur le revenu, CSG, ISF, conduisait à un taux de taxation du patrimoine assez fortement déclinant avec la taille du patrimoine. Parce que, en gros, les très gros revenus et les très grandes fortunes sont souvent les mêmes, pas toujours, mais disons à 4/5e, 9/10e, c'est à peu près la même population, sont plafonnés. Et donc, ils payent moins relativement à leur patrimoine, alors que leur contribution, leur capacité contributive est là, que ceux qui ont des patrimoines moins importants. Donc, on a établi ce fait. Et le deuxième fait, pas complètement anticipé, qu'on a établi et qui est rétrospectivement extrêmement simple, c'est qu'on a identifié que, comme on parlait de déplacement d'impôts de quelques milliards d'euros sur un montant de prélèvement obligatoire de l'ordre de 1100 milliards d'euros, l'impact sur la distribution des revenus avant prélèvement était extrêmement modeste, et que n'importe quelle réforme de la taxe foncière qui serait un peu substantielle déplacerait beaucoup plus les inégalités de revenus ou de patrimoine qu'une réforme de l'ISF. Donc je dis ça en passant, mais c'est le genre de contribution qu'on peut avoir alors qu'on n'est même pas vraiment dans de l'évaluation. Ce qu'on attend de nous en termes d'évaluation sur cette étude, c'est d'être capable un jour de dire si la théorie dite du ruissellement fonctionne, c'est-à-dire est-ce que d'avoir donné plus d'argent à ceux qui ont des patrimoines importants
les aura conduits à plus allouer de ressources dans le non-coté, pour dire simplement les choses. C'est évidemment beaucoup trop tôt pour le savoir, et c'est très difficile sur le fond, parce que quand on regarde un exercice comme celui que nous venons de vivre, nous sommes dans une période de taux très bas, il n'y a pas de bons actifs évidents, et donc il est logique d'investir dans le non-coté, quelle que soit la fiscalité. Et donc les flux vers le non-coté sont en croissance forte depuis 2-3 ans. Ça ne s'est pas inversé avec la réforme. De là à vous dire que c'est grâce à la réforme en 2018 et que c'était juste l'air du temps et les taux d'intérêt l'année d'avant, je suis évidemment hors d'état de vous le dire. Peut-être qu'un peu d'économétrie plus sophistiquée nous permettra de progresser sur ça, mais seulement dans 1 an ou dans 2 ans. Voilà donc la manière dont nous nous y prenons, le genre de choses que nous faisons sans susciter jusqu'ici beaucoup de polémiques. Sur les calendriers, nous avons été chargés tout récemment de faire l'évaluation de la loi Pacte, qui se termine par un article 221 qui est mémorable pour les évaluateurs, puisque cet article 221 comprend 23 thématiques à évaluer, chacune pendant 3 ans de suite, en plus de l'évaluation générale de l'impact de cette législation. Là où c'est intéressant, c'est que ça va nous forcer à réfléchir pour chacune de ces 23 thématiques à la différence entre des indicateurs quantifiés, à la possibilité de mesurer un impact d'un texte lui-même et à la possibilité d'en tirer des conséquences sur les effets économiques. Quelques illustrations. On crée des entreprises à mission. Donc, s'il se crée des entreprises à mission, c'est bien parce que la loi leur a permis, donc c'est une conséquence directe de la loi. Est-ce que les entreprises à mission auront un impact sur la vie économique, la vie en société, etc. Évidemment, on n'en sait rien, mais on ne sait même pas très bien comment on va s'y prendre pour le mesurer le jour venu. Heureusement, on a du temps pour le faire et on essaiera de le faire dans les temps à venir. Il y a d'autres choses où, par exemple, la relance de l'épargne salariale, on regardera si les volumes évoluent et on essaiera d'en tirer quelques conséquences par rapport à d'autres paramètres qui auraient pu commander l'évolution des volumes. J'accélère. Je vois Martine qui hoche la tête. Et donc, je termine rapidement sur ça. Au fond, en vous écoutant, les uns et les autres, je me suis dit, la France progresse, on commence à avoir beaucoup de gens qui s'intéressent au sujet, c'est pas très structuré, c'est pas très visible. Et une des raisons pour lesquelles ça n'est pas visible, c'est que ce que des gens comme nous faisons, ce sont des évaluations sur des très gros objets très abstraits. On a eu à faire l'évaluation du crédit d'impôt recherche. Tous les chefs d'entreprise savent que c'est. Ça coûte 6 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent. C'est quand même pas un sujet qui fait vibrer les foules en dehors des responsables d'entreprise ou de l'administration. Et nous ne faisons jamais le genre de choses que vous faites, qui consiste à dire, au fond, quand on a fait notre politique d'accueil des réfugiés, est-ce qu'on a réfléchi à quel était le bon endroit où les envoyer? Et est-ce que si on avait fait un petit peu mieux, on aurait eu moins de chocs en retour et la capacité à mener une politique un peu différente? Et en vous écoutant, je me suis dit qu'une des choses auxquelles il fallait que nous réfléchissions, c'était qui, dans les dispositifs publics d'évaluation, s'intéressait à des évaluations très proches de la mise en œuvre opérationnelle. En fait, sous le contrôle de Jean-Noël Barrot, on n'en fait pas tellement que ça. C'est inconfortable pour l'administration parce que ça suppose de faire une politique d'évaluation à maille très fine où des équipes vont se sentir individuellement visées, remises en cause dans leurs pratiques. Mais je crois que si nous voulons que l'évaluation des politiques publiques change de taille d'impact dans le débat public, il faut que nous fassions plus de ce type de démarche-là.